Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Morgane, je suis infirmier libéral et je suis aussi le créateur et un des développeurs de Calendridel. Dans ce Facebook Live que l'on essaye de tenir une fois par mois comme je le disais, on répond à toutes les questions que vous pourriez avoir et que vous pouvez poser en commentaire de cette vidéo. Et donc on y répond en direct avec des démonstrations directement de l'usage, de l'utilisation de Calendridel. Donc surtout si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à la poser. Même si vous considérez que c'est une question bête ou autre, ou une question qui a forcément été vue, on s'en fiche, ça ne peut que vous aider et ça peut aider d'autres personnes. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on le dit si bien. Nous sommes là entre confrères et consoeurs, on n'est pas là pour juger de toute façon. Et encore une fois, si ça vous est utile à vous, ça l'est probablement à d'autres personnes. Alors je vois qu'il y a déjà une ou deux petites questions qui sont arrivées dans le chat. Avant d'y répondre, on va pouvoir aborder rapidement une nouveauté dans les fonctionnalités de Calendridel qui a été ajoutée récemment, qui n'est autre que les transmissions vocales. Donc c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup d'entre vous depuis un petit moment et sur laquelle je rechignais un peu parce que le problème des transmissions vocales, c'est que c'est difficile d'avoir un support qui puisse être exportable facilement, donc imprimer des dossiers de soins, des choses comme ça, pour pouvoir les envoyer au médecin ou les laisser aux patients, ou même en cas de contrôle, imaginons, d'instances ordinales, judiciaires et autres. Donc, nous l'avons mis en place, mais par contre, avec une petite contrepartie, c'est qu'il y a une retranscription écrite, automatique, de ces transmissions vocales, avec validation derrière de la retranscription ou non. Donc quand on est dans le dossier patient, donc là je suis dans le dossier de Madame Demo Nathalie, je suis dans la partie transmission du dossier, je vais pouvoir cliquer sur écrire transmission, et j'ai ici la petite icône qui me permet de passer d'une transmission écrite, toute simple, à une transmission vocale. Et donc si je clique dessus, voilà, l'enregistrement a commencé, on voit que l'enregistrement vocal est en cours, on voit les variations de ma voix, et je vais donc pouvoir mettre fin à mon enregistrement et enregistrer ma transmission. La transmission est enregistrée, on la retrouve directement ici, avec une retranscription. Donc, il y a deux types de retranscription automatique. La retranscription qu'on appelle à la volée, qui est en fait une retranscription un peu rapide, qui est réalisée par Calendridel au fur et à mesure de l'enregistrement, et qui n'est pas forcément très représentative, ou en tout cas de très haute qualité. Et la retranscription poussée, qui se fait en arrière-plan et qui se charge après coup. Donc là, ça a été le cas, on est passé automatiquement à la retranscription poussée, avec la retranscription de ce que j'ai pu dire. Et donc comme c'est moi qui ai enregistré ce vocal, je peux dire si je valide cette retranscription, ou s'il faut la corriger, si par exemple il y a des mots qui ont été mal compris. Voilà, donc ça permet, quand on va exporter le dossier patient, donc créer un dossier PDF avec toutes les données du dossier, par exemple, d'avoir cette retranscription écrite, en plus du message vocal que les collègues peuvent donc consulter. À loisir. Là, je vais la valider, par exemple. Hop, ma retranscription est validée, donc il y a écrit transcription vérifiée, et c'est comme ça que ça va apparaître pour les collègues également. Voilà, donc ça c'était pour on va dire la grosse nouveauté récente sur Calendridel que je voulais aborder. Vous n'hésitez pas surtout à consulter le forum pour voir toutes les mises à jour qui sont faites sur Calendridel au fur et à mesure. Et nous allons donc maintenant pouvoir passer à la réponse, aux réponses à vos questions dans les commentaires. Pour celles et ceux qui sont arrivés depuis que j'ai commencé, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. J'y réponds au fur et à mesure avec des démonstrations en live. Alors, Alex nous dit « Bonjour, je voudrais passer à la facturation. J'ai déjà la planification des soins. Et je voudrais savoir le matériel et les démarches à effectuer pour facturer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. » Alors, par planification des soins, Alex entend dossier de soins infirmiers, puisqu'en fait, dans le service de dossier de soins de Calendridel, il y a deux formules, entre guillemets. La première formule qui est les dossiers de soins infirmiers seuls, qui permettent donc de gérer tout simplement les dossiers de soins des patients, avec la gestion de la tournée, bien sûr, de pouvoir cocher ce qu'on a fait, pas fait, de pouvoir noter toutes les transmissions, les constantes, enregistrer toutes les ordos et autres, et la formule dossier de soins infirmiers plus facturation. La différence entre ces deux formules, c'est qu'avec la facturation, ça nous permet de créer directement des factures
à télétransmettre à la sécurité sociale, et donc la télétransmission, etc. La réception des retours Noémie et autres, bien entendu. Ce sont les deux différences entre c'est la différence entre ces deux formules, c'est que dans tous les cas, on a accès à toute la partie dossier de soins infirmiers, mais avec la facturation, on peut facturer en plus nos soins directement, ce qui permet d'éviter d'avoir un logiciel de facture à côté en plus, et donc de devoir recopier des informations qu'on a déjà dans nos dossiers de soins, puisque les dossiers de soins, c'est ce qui nous permet d'avoir une représentation légale, fidèle et transparente de notre activité. Et donc pour répondre à Alex, à la question « Je voudrais savoir le matériel et les démarches à effectuer pour facturer », au niveau des démarches, tout se passe en ligne sur Calendridel. Il y a une page dédiée à la facturation, mais on peut aussi le faire via son profil. Alors la page dédiée, on va quand même y aller. Mais on peut également le faire via son profil dans l'onglet « Abonnement », où on peut choisir directement l'abonnement auquel on souhaite souscrire. Donc là, nous sommes sur la page dédiée au module de facturation avec les petites infos et la possibilité de s'abonner. Alors là, moi, je suis entre guillemets déjà abonné, donc j'ai pas le bouton, mais si j'étais sur un compte non abonné, j'aurais le bouton pour m'abonner avec toutes les informations. Donc tout se passe directement en ligne, il n'y a pas d'envoi de courrier, de machin, de choses comme ça. Le contrat se signe directement en ligne également, où on peut choisir si on souhaite louer le lecteur, acheter le lecteur, ou ni l'un ni l'autre. Et voilà. Et nous, derrière, on valide le contrat ou non s'il manque des informations, et l'abonnement est lancé dans la foulée. Le lecteur, s'il est pris chez nous, il est envoyé pareil dans la foulée et il met entre 2 et 4 jours à arriver. Et donc c'est un lecteur nouvelle génération, donc un lecteur qui se connecte en Bluetooth à l'application Calendridel. Et c'est donc un modèle DSC BLU de la marque Sensil. Donc ce lecteur peut se prendre soit chez nous en achat ou en location, soit directement en achat auprès du fabricant Sensil, soit auprès d'autres revendeurs. On l'a vu par exemple chez Robet Médical. Donc voilà. Où qu'il soit pris, en tout cas, il marchera de la même façon chez Calendridel. Voilà Alex, en espérant avoir répondu à ta question. Si tu as besoin d'un accompagnement pour la souscription, tu n'hésites pas à nous écrire via le chat de Calendridel. Quand tu ouvres le chat, il y a une petite conversation qui s'appelle support. Tu peux nous écrire directement dessus et on te répondra et on t'accompagnera au plaisir. Mais s'il y a d'autres questions, tu n'hésites pas à les poser ici sans souci. Ensuite, une autre question. José Antonio qui nous dit « J'ai une question. Lorsque je fais une prise de sang et qu'il n'y a pas la notion de domicile, le trajet, on peut le mettre en non remboursable. » Oui, en effet. Peut-on modifier le montant? Il s'agit de mettre par exemple 3 € au lieu de 2,75 €. Alors non. En tout cas, pas directement. C'est-à-dire que, si tu veux, José, tu peux créer directement un soin en plus, qui sera un soin hors nomenclature, sur lequel tu mettras la valeur de 3 € tout simplement. Donc on va quand même montrer ça. On va appeler notre patient prise de sang sans déplacement. Donc là je crée juste un dossier patient pour l'exemple. Donc là j'ai créé mon dossier patient qui s'appelle prise de sang sans déplacement et je vais créer un soin qu'on va appeler tout simplement prise de sang. On programme désormais notre soin. Donc on va le mettre à aujourd'hui, on va dire qu'on l'a faite, puisque c'est une prise de sang à 8 heures. Au niveau de la cotation, ça m'a sélectionné automatiquement la prise de sang, mais je pourrais le changer si je voulais, si par exemple ça s'était trompé, j'avais juste à cliquer là et aller choisir, ou faire une recherche. Donc là je vais taper prise de sang, et je peux sélectionner la prise de sang. Au niveau du lieu principal de réalisation, je vais cocher domicile gratuit. Ces différents cabinets, puisqu'il y a certaines cotations qui s'adaptent en fonction de si l'acte est réalisé à domicile ou au cabinet, ou des majorations, comme par exemple la MCI, qui pour le moment ne se cote qu'à domicile. Donc domicile gratuit, ça permet de dire à Calendridel que le soin est bien réalisé à domicile, mais qu'il n'y a pas de notion de frais de déplacement à mettre en place. Donc ici, dans le cas de José, deux solutions. Soit je laisse en domicile, et dans ces cas-là, je vais pouvoir cliquer ici, voir plus de champs à information, et je vais pouvoir dire que mes indemnités de déplacement ne sont pas remboursables. Okay, ce qui fait que quand je vais cocher mon acte et que je vais le facturer, Calendridel va générer une facture avec la partie prise de sang en elle-même, donc l'acte en remboursable pour la caisse, et la partie déplacement en non remboursable qui sera donc à la charge du patient. Mais dans ces cas-là, on garde les mêmes tarifs.
C'est-à-dire que le déplacement à 2,75 €, eh bien on va demander au patient, en tout cas ça facturera 2,75 € de déplacement à la charge du patient. Okay, donc ça c'est la première solution si on veut garder les mêmes tarifs. Si on veut mettre un tarif différent, le plus simple à mon sens, c'est donc de mettre domicile gratuit, pour indiquer quand même que l'acte est réalisé à domicile, mais qu'il n'y aura pas de frais de déplacement à intégrer. Donc là j'ai enregistré mon soin, qu'on retrouve, prise de sang, du 11 juin à 8 h en domicile gratuit en AIM-5, et je vais créer un autre soin, qu'on va appeler déplacement à charge du patient, qu'on va programmer de la même façon, donc le 11 à 8 h. On a déjà ici le petit rappel des soins à cette heure-là. Et ici, en guise de cotation, je vais pouvoir venir sélectionner hors nomenclature montant libre. Et je vais mettre ici 3 €. J'enregistre. Et donc quand je vais aller, par exemple, sur mon agenda, pour aujourd'hui, ah oui, alors il faut que j'enlève le déplacement de ce soin-là. Excusez-moi parce que je l'ai laissé en domicile. Hop, on va mettre en domicile gratuit. Donc on retrouve mon intervention à 8 h qui est prévue pour mon patient en prise de sang sans déplacement, avec une prise de sang en AIM-5 et un déplacement à charge du patient en HN 3 €. Et donc en cotation, on a bien la prise de sang, AIM-5 plus MAU en 6,08 € et 3 € de hors nomenclature. Et donc quand on va pouvoir cocher nos actes, hop, et quand on va facturer, ça va donc nous générer une facture pour la prise de sang sans déplacement et une facture à la charge du patient de 3 €. Voilà José, je pense que c'est le meilleur contournement possible. Après, ça reste un petit peu flou à mon sens, le fait de pouvoir choisir le montant du déplacement. Pour moi, le dépassement de déplacement doit être de la même somme que si ça avait été remboursable. Mais voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et nous sommes bien d'accord, 2,75 €, c'est bien sûr beaucoup trop bas pour un déplacement. Ensuite, question suivante. Nathalie qui nous dit « Bonjour, comment planifier un soin 2 fois par jour lorsque l'on commence le soir, de façon à ce que toute la dose prescrite soit administrée ?» Alors, il est vrai que pour le moment, quand tu programmes ton acte, on va le programmer par exemple pour notre patient prise de sang sans déplacement, quand tu programmes ton acte, on va dire injection, vraiment le nom de soin générique au possible, hop, et qu'on dit qu'il est par exemple du 11 au 14, tu ne peux pas dire si chaque horaire s'applique vraiment à tous les jours, ou si le 8 h ne commence que le 12, etc. C'est une évolution qui est prévue, en tout cas qui est dans la to-do list, de pouvoir dire que chaque horaire s'applique ou non dès le premier jour et au dernier jour. Donc tu as plusieurs alternatives possibles, Nathalie. Soit tu vas créer plusieurs programmations pour le même soin, donc en disant la première programmation c'est le jour 1 avec juste l'horaire du soir, la deuxième programmation pour les jours 2 et 3 par exemple avec l'horaire du matin et du soir, et la troisième programmation par exemple avec juste le jour 4 avec l'horaire du matin seulement. Ça fait beaucoup de programmation pour pas grand chose, ou alors tu en fais une pour le matin et une pour le soir, et tu règles les dates en fonction de ça. Ce que j'aurais plutôt tendance à faire, c'est de créer une programmation complète comme celle-ci, donc du 11 au 14, 8 h et 19 h. Je ne vais pas m'embêter à aller mettre la cotation, etc. Là, c'est pas trop le sujet. Et je vais pouvoir cliquer ici, au niveau de mon soin injection, puis cliquer sur liste des actes du soin. J'atterris sur la page où je vais pouvoir retrouver les actes du soin en mettant les filtres que je veux. Donc là, tous les actes du soin apparaissent. Donc le 11 juin à 8 h, à 19 h, le 12 à 8 h, 19 h, etc. Et d'ici, je vais pouvoir cliquer sur le petit menu de l'item et dire que cet acte-là, à 8 h aujourd'hui, il n'est pas fait. Donc il est retiré. Et l'acte du dimanche 14 à 19 h, il n'est pas fait. Parce qu'on a commencé ce soir et on terminera dimanche matin. Et du coup, sur mon agenda, je ne vais retrouver mon injection que ce soir pour aujourd'hui pour le patient. Demain, je vais l'avoir
le matin et le soir. Et le 14, je vais l'avoir le matin, mais pas le soir. Voilà, je pense que le plus facile pour moi, c'est de faire ça, c'est de créer la programmation quand même de A à Z et d'aller annuler à la main spécifiquement les rendez-vous qui ne seront pas faits, donc les actes qui ne seront pas faits. Là, je l'ai fait via la liste des actes, on peut également le faire via l'agenda directement, notamment en cliquant sur le nom du soin et en mettant retirer l'acte. Tac, il est retiré. Sur l'agenda, par défaut, les actes annulés ne sont pas affichés, mais on peut aller jouer là-haut avec les filtres et mettre que l'on veut afficher les actes annulés, et donc on le retrouve là, acte annulé. Donc comme ça, si je veux le remettre, j'ai juste à cliquer dessus et remettre l'acte. Voilà Nathalie, en espérant avoir répondu à ta question. Christine qui nous demande: bonjour Morgane, une petite question pour que la remplaçante puisse signer les factures avec sa carte CPS avec un lecteur lambda. Par exemple, j'ai un lecteur Escapade de chez CBA. Peut-elle l'utiliser et si oui, comment? Alors oui, pour reprendre très globalement ce que dit Christine, les remplaçants doivent signer leurs factures, donc sécuriser les factures avec leur CPS. Sur Calendridel, il n'y a pas besoin de le faire directement chez le patient. Chez le patient, on peut prendre la carte vitale du patient, ce qui va apposer la signature de la carte vitale sur toutes les factures du cabinet sans problème. Il n'y a pas besoin de mettre chaque CPS les unes après les autres chez le patient. Et a posteriori, le remplaçant peut terminer la sécurisation des factures, donc en apposant sa signature CPS. Et donc cette signature CPS, elle peut être faite soit via le lecteur qui est fourni avec Calendridel, donc le DSC BLU de chez Sensil, soit via n'importe quel lecteur de cartes, que ce soit un TLA, un lecteur nouvelle génération ou même un petit lecteur de cartes monofante branché à l'ordinateur. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci Christine, c'est possible. La seule chose, c'est qu'il faudra qu'elle installe un petit logiciel sur son ordinateur. Il y a tous les tutos qu'il faut sur notre forum, et s'il faut, on peut prendre la main sur l'ordinateur pour l'installer si jamais ça coince. Voilà, mais en tout cas, ce genre de lecteur, normalement, devrait pouvoir être utilisé de cette façon-là, sans problème. C'est d'ailleurs ce que j'ai plutôt tendance à conseiller pour les remplaçants, parce que je sais que beaucoup de remplaçants prêtent leur carte CPS, etc. Faut rappeler quand même que dans la théorie, une carte CPS, normalement, ça ne se prête pas. C'est un document officiel et personnel / professionnel qu'on est censé avoir avec nous et ne pas le prêter. Donc le mieux pour moi, c'est que le remplaçant se dégote un petit lecteur, voilà, juste un petit lecteur USB à brancher à l'ordinateur. Il y en a même pas 10 € chez Robet Médical par exemple, ou sur Amazon, qu'importe, et puisse directement de chez lui sécuriser les factures. Et je pense que la plupart des logiciels peuvent le permettre aujourd'hui. En tout cas, chez Calendridel, c'est possible. Donc ça lui permet, au remplaçant, s'il travaille dans plusieurs cabinets, de sécuriser les factures de tous les cabinets sans avoir à prêter sa CPS à droite à gauche. Voilà Christine, j'espère avoir répondu à ta question. Si jamais tu veux plus d'infos sur cette façon de procéder, tu n'hésites pas à nous écrire sur le chat de Calendridel pour qu'on te montre le petit tutoriel du logiciel à installer. Ensuite, Fabienne qui nous dit: j'ai déjà un logiciel métier. Comment faire le lien si je décide de passer chez Calendridel? Dois-je garder les deux logiciels un certain temps? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un peu suivant l'organisation de chacun. On a des personnes qui prennent les deux logiciels en même temps pendant plusieurs semaines, histoire de faire la passation en douceur. D'autres personnes qui se laissent qu'un jour ou deux. D'autres personnes même qui se laissent un temps sans logiciel, une semaine, voilà, et prennent le nouveau logiciel. Là, c'est un peu propre à chacun et aussi propre à ce que l'ancien logiciel permet. Parce qu'il y a certains logiciels auxquels on a toujours accès aux infos une fois qu'on n'est plus abonné, engagé chez eux. C'est le cas par exemple de Calendridel, mais il y en a d'autres. Et donc dans ces cas-là, qu'on l'arrête beaucoup plus tôt ou après, ça ne va pas changer grand-chose. Et d'autres logiciels où à partir du moment où on ne paye plus, on n'a plus accès à rien. Donc ça va dépendre un petit peu de l'organisation de chacun, de ce qu'on veut en faire. J'aurais tendance à conseiller de se laisser un petit créneau de passation de 1 ou 2 semaines. Voilà, d'avoir les deux logiciels en même temps, histoire de bien tout reporter. Sur Calendridel, on peut importer un petit paquet d'informations, notamment des informations dites administratives, donc les coordonnées, identité, etc. des patients. Donc là, dans la partie import de données, on peut choisir le logiciel source. Donc il y en a plein, Albus, CBA, Convilog, Equinox, Simply, etc., etc. Ce qui permet déjà d'avoir un bon départ dans les dossiers de soins. La seule chose qu'on ne va pas pouvoir importer, c'est tout ce qui est notamment les soins, donc l'historique de soins et ordonnances. Donc ça, il faudra les remplir à la main petit à petit. Donc c'est pour ça que des fois, se laisser 2 semaines de délai, ça peut être pas mal. La seule chose à laquelle il faut faire attention,
puisque il n'est pas interdit d'avoir plusieurs logiciels de facturation en même temps. On peut en avoir 1, 2, 3, 4, qu'importe, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau des délais des télétransmissions. En fait, quand on télétransmet et que les caisses nous renvoient les retours Noémie, les RSP, donc les informations de est-ce qu'elle a payé, est-ce qu'elle a rejeté, etc. La caisse, elle renvoie au dernier logiciel qui lui a écrit. Donc si le lundi, vous télétransmettez avec le logiciel A et le mardi, vous télétransmettez avec le logiciel B, et bien en fait, le mercredi, quand la caisse elle va renvoyer les retours qui ont été envoyés par le logiciel A le lundi, elle va les envoyer au logiciel B puisque c'est lui qui a écrit en dernier. Donc, ça ne va pas générer d'erreur particulière, il ne va pas y avoir de bug. La seule chose, c'est que sur le logiciel A, on n'aura pas les infos automatiques du fait que les factures elles aient été réglées ou non. Voilà, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Nous, on a tendance de conseiller une bonne semaine d'écart entre une télétransmission d'un logiciel et la télétransmission d'un autre. Voilà Fabienne, j'espère avoir répondu à ta question. Même si, encore une fois, est-ce qu'on doit garder les deux logiciels un certain temps en même temps ? Ça dépend de l'organisation de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, en tout cas, de notre côté, on n'impose pas de choses particulières. Justine qui nous demande « Bonjour Morgane, comment faut-il faire pour refacturer une facture lors d'un rejet ?» Alors, ça dépend du type de rejet. Et ça dépend aussi de quelle part a été rejetée. Donc, quand une facture est télétransmise, il y a dans beaucoup de cas deux parts. Donc, la part AMO qui va pour la caisse d'assurance maladie et la part AMC pour la mutuelle. Il y a des fois qu'une seule part, si par exemple c'est un patient à 100%, etc. Mais voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Et donc, si les deux parts sont rejetées ou s'il n'y a qu'une seule part de toute façon et que celle-ci est rejetée, le mieux à faire, c'est de défacturer la facture. Corriger les erreurs, c'est souvent des erreurs d'information de prescripteurs et autres qui ont été éventuellement mal saisies, et de refacturer ces actes classiquement. Quand par contre, un bout de la facture a été payé, si par exemple la caisse d'assurance maladie, donc la CPAM a payé, mais que la mutuelle a rejeté pour une raison X ou Y, là c'est différent. Tu peux pas défacturer, enfin tu peux le faire, mais il faut pas défacturer pour refacturer tes actes parce que sinon ça va repartir encore à la sécu qui risque de te payer en doublon et un jour de te tomber dessus avec des indus. Donc là ce qu'il faut faire, c'est un peu au cas par cas, donc si tu as des rejets, n'hésite pas à nous écrire, mais si c'est la partie mutuelle qui a rejeté, il vaut mieux voir directement avec la mutuelle en lui envoyant une quittance, ce genre de choses. Si c'est que la partie sécu qui a rejeté, dans ces cas-là, il faut nous contacter parce qu'on pourra probablement voir pour renvoyer que la partie sécu sans faire de doublon auprès de la mutuelle. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un peu au cas par cas. De façon générale, si tout est rejeté, tu défactures ta facture, donc tu la supprimes, entre guillemets, tu corriges tes erreurs et tu refactures classiquement. Ensuite, une autre question. Tac, 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 mes petits commentaires ont sauté, j'arrive. Voilà. Nathalie, autre question. Est-il possible d'avoir une petite explication du récapitulatif des prises en charge en cours, son fonctionnement? Peut-on y afficher les dernières transmissions? Alors, Nathalie, elle fait référence à ça. Quand on va dans le menu du cabinet, nous avons dans la partie patient, ici, le lien récapitulatif des prises en charge en cours. Donc sur cette page, en fait c'est quelque chose qui a été demandé par beaucoup d'utilisateurs. J'avoue, moi dans le cabinet on ne l'utilise pas, mais pourquoi pas. En fait ça permet d'avoir une espèce, bon déjà ici le tableau blanc, qui est un peu un espace d'écriture libre et commun à tout le monde, où on va pouvoir faire un petit récap des dernières transmissions, ce genre de choses, ou une petite info qui serait à écrire, et qui, dès qu'elle va être effacée par quelqu'un d'autre, sera supprimée. En gros, c'est vraiment un espace commun à tout le cabinet. Donc c'est ce qu'on appelle le tableau blanc. C'est pas lié à un dossier en particulier, c'est pas enregistré dans un dossier de patient en particulier. C'est bien sûr cantonné au cabinet en lui-même. C'est pas un autre infirmier d'un autre cabinet qui peut venir écrire dedans, mais c'est pas lié à un patient en particulier. Ça sera pas dans son dossier. C'est quelque chose qui est un espace d'écriture pour tout le cabinet, comme si on se laissait un petit cahier de liaison au cabinet entre deux tournées, quoi. Voilà. Et la partie ici, récapitulatif par patient, c'est un peu la même chose au final, c'est un petit tableau blanc, mais cette fois lié au patient lui-même. Donc là, par exemple, le patient démo Nathalie, j'avais l'info OK, je peux mettre penser à changer le protocole de pansement samedi. Voilà, suite à visite avec le chien. Donc ça, c'est le genre d'information qu'on mettrait dans les transmissions en elles-mêmes, mais
ça permet de faire un petit récap, éventuellement, de toutes les dernières transmissions. Et ça peut être un support, par exemple, quand on appelle le collègue ou la collègue qui va reprendre la tournée, en se disant, bon bah voilà, pour ce patient-là, il y a ça, 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 et ici, on peut faire une petite liste des choses importantes. Voilà, j'ai envie de dire, c'est presque un espace de transmission en plus, mais sans que ça rentre dans les transmissions officielles du dossier patient. Voilà, tout simplement. Et c'est une partie qui m'a été réclamée par plusieurs utilisateurs il y a quelques temps déjà, et c'est pour ça qu'on l'avait ajouté. Voilà, chère Nathalie, et dans tes autres questions, il y avait comment gérer le stock de médicaments pour la préparation d'un pilulier une fois par semaine, pour la préparation d'un pilulier et la distribution de médicaments tous les jours. Alors, Nathalie, elle fait référence à... alors ici, on n'en a pas dans le dossier. Voilà, à cette partie-là, qui est la partie traitement, qui concerne tout simplement les traitements oraux qu'on va pouvoir donner, oraux en tout cas principalement, qu'on va pouvoir donner aux patients, donc notamment les patients avec des troubles psycho-cognitifs et autres. Donc c'est un récap de ce qui est donné, qu'on peut faire ou pas, hein, bien sûr, chacun est libre d'utiliser cette fonctionnalité ou non, et qui permet notamment de suivre le stock des médicaments, de dire en cliquant sur Action et par exemple préparer un pilulier, que l'on a préparé un pilulier pour 3 jours, que finalement c'est pas 3 lévothyrox qui ont été mis mais 2 parce qu'il en restait un en rab, etc. Voilà. Donc ça permet de suivre un petit peu les stocks, les préparer, au niveau du cochage des actes, d'avoir directement un petit encart qui s'ouvre en proposant de valider ce qui a été donné comme médicament. Et ce qui permet donc, ouais, voilà, on va mettre toute l'année, hop, d'avoir un suivi précis de quel médicament a été distribué au patient et quand et par qui. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément obligé de faire, hein, bien sûr, mais si on veut avoir une traçabilité hyper fine, précise, complète d'une prise en charge d'un patient, notamment chez qui les traitements c'est un peu compliqué ou alors il faut les suivre de façon précise, c'est quelque chose qui est possible à faire. Et du coup, la question c'était comment gérer le stock de médicaments pour la préparation d'un pilulier une fois par semaine. Et bien voilà, c'est via la partie traitement, tu fais action préparer un pilulier. Et donc là, du coup, tu vas pouvoir dire ce que tu as préparé pour ton pilulier. Tu vas pouvoir vider virtuellement, bien sûr, ce que tu as d'enregistré, par exemple pour ton pilulier ou pour ton stock, en disant, bon, bah, finalement, on a acheté une boîte parce qu'elle était périmée, ou le pilulier, il est vide parce que tous les médicaments, hop, on va mettre 3 jours, les médicaments sur 3 jours ont été perdus. Et ben en fait, du coup, ça m'a mis à jour, voilà, toutes mes valeurs de doses préparées ici qui étaient dans le pilulier. Pour la préparation d'un pilulier, donc je viens de le dire, et la distribution des médicaments tous les jours. Donc là, on va chez mon petit Nieto Morgan, donc qui est moi-même. On va créer un soin pour vous montrer, qu'on va appeler préparation, distribution, administration des traitements. On va dire qu'on fait à 11 heures, et juste aujourd'hui parce que c'est pour l'exemple. Donc là, j'ai créé mon soin. Et quand je me rends dans la partie traitement, je vais pouvoir dire que hop, cette distribution-là, mais aussi celle-là, parce qu'on voit le patient qu'une seule fois par jour pour lui donner tous ses traitements de la journée. Par exemple, le matin, on assiste à la prise et le soir, il les prend tout seul. Donc là, j'ai mis que les prises de 10h30 et 18h30, elles sont distribuées à 9h, okay, puisqu'elles sont liées à mon soin préparation, distribution, administration de traitement, de 9h que j'ai pu faire là. Ce qui fait que quand je suis en tournée, et que je vais voir mon patient, donc là, Nieto Morgan, je valide mon acte préparation, distribution, administration de traitement, et tac, j'ai le formulaire de distribution qui s'ouvre, qui est pré-rempli sur ce qui est prévu de donner ce jour-là. En tout cas, de donner à cette distribution-là. Et donc, en l'occurrence, un lévothyrox pour le matin, un médoc 1 pour le matin, et un paracétamol 500 pour le matin, et un paracétamol 500 pour le soir, donc 2 en tout. Là, si je veux changer, je peux, il n'y a pas de souci. Si finalement, il n'a pas besoin du médoc 1, je mettrai 0. Si on a besoin de 2, je mettrai 2, etc. Et donc, du coup, je vais pouvoir enregistrer ma distribution. Et si je retourne voir les traitements de Nieto Morgan, j'ai mes stocks et mes piluliers préparés, enfin mes doses préparées, pardon,
qui ont changé. Et dans les mouvements, on retrouve ici le 11 juin à 13h55, le fait d'avoir enregistré, la préparation du pilulier que j'ai fait tout à l'heure, et la vidange. Et là, à 11h, le 11 juin pardon, à 9h, la distribution de doses, donc le Levothyrox, le Médoc 1 et les 2 paracétamol. Voilà Nathalie, là-dessus. Une autre question de Nathalie. Lorsqu'il y a les médecins remplaçants, doit-on mettre en prescripteur le remplaçant ou le remplacer? Désolé pour toutes les questions, je suis en tournée. Alors, aucun souci pour la question, au contraire, plus il y en a, mieux c'est. Normalement, dans la théorie, il faudrait faire une fiche prescripteur avec comme information de RPPS le RPPS du remplaçant et comme information de numéro de facturation, le numéro AM, qu'on appelait à une époque le numéro ADELI parce que c'était dans la plupart des cas le même, le numéro AM, le numéro du remplacé. Dans la pratique, on utilise la plupart du temps le fiche prescripteur du remplacé. Voilà, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, c'est ça vraiment qui fait foi, c'est le numéro de facturation. Et donc le numéro du remplacé, puisque les médecins remplaçants, tout comme les infirmiers remplaçants, utilisent le numéro de facturation du remplacé. Si ce n'est pas clair, Nathalie, tu n'hésites pas à me le dire. Alors, Aurore nous demande, j'ai une question pour les pansements de chirurgie esthétique. Comment les noter dans la partie où il y a LD, patient exonéré, etc. pour qu'il soit à la charge du patient, mis à part en retirant AMO et AMC. Alors, ce que je ferai dans ce cas-là, Aurore, c'est pansement esthétique. Donc on va dire à 8 heures, qu'importe. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est de laisser... Alors, deux cas. Soit tu laisses en pas d'exonération et tu retires en effet la MO-AMC. Et au moment de créer la facture, il faudra bien penser à le passer en facture papier. Ok ? Parce que si tu ne le crées pas en facture papier, ça va créer une facture par défaut en sécurisé et qui demandera donc la signature vitale, etc. et qui sera donc envoyée à la Sécu. Et la Sécu derrière risque de t'imposer des indus, rejets et autres. Donc ça c'est la première solution. Soit tu laisses en pas d'exonération, pas de tiers payant, et il faut penser à chaque facturation à mettre en papier. Soit l'alternative, c'est dans nature et exonération, aller choisir la prise en charge achat des SIAD. Oui, c'est pas ça, mais ça permet qu'en fait Calendridel il ne cherche jamais à créer de facture en sécurisé. Sécurisé, dégradé, qu'importe, en tout cas en facture à télétransmettre pour ce soin-là. Voilà. Pourquoi pas rajouter un jour une nature d'exonération prise en charge voilà, non remboursable, quoi. Ça peut être une idée, plutôt que d'avoir que achat des SIAD en alternative. Voilà, j'espère que ça te convient, Aurore. Moi, j'aurais tendance à utiliser cette méthode-là, de peur d'oublier au moment de la facturation, ou que mon ou ma collègue oublie, de sélectionner la facture papier, et donc, voilà, par défaut, qu'il y ait un petit souci sur toute la chaîne, et que finalement, il y ait bien une facture qui parte à la Sécu, et qu'on se fasse taper sur les doigts derrière. Donc, moi, j'aurais tendance à faire la façon, sélectionner achat des SIAD, comme ça, t'es tranquille, ça créera de toute façon que des factures papier. Laetitia qui nous demande bonjour, quel prescripteur mettre quand c'est un remplaçant, par exemple la SOS médecin quand c'est un remplaçant, mais le titulaire. Voilà. Laetitia a la même question que Nathalie, ou alors elle y répondait peut-être. Donc la réponse c'est dans la théorie on est censé envoyer comme information le RPPS du remplaçant avec le numéro de facturation du remplacé. Dans la pratique, le numéro de facturation du remplacé c'est le minimum syndical et c'est surtout ça qui est demandé. José Antonio qui nous demande merci. Ah oui, alors ça c'était pour la présente question. Et y a-t-il un projet de créer un agenda des rendez-vous des patients? Il y a quelques patients comme ceux en chimio ou les psys, etc. Il s'agit d'avoir un accès rapide sur les rendez-vous avec les différents rendez-vous du patient. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si tu es tout à fait clair, José, en fait tu fais référence au rendez-vous qu'on va dire, que je vais appeler rendez-vous externe, tout simplement. Donc les rendez-vous avec le médecin traitant, avec un spécialiste, etc. Ou même des séances de kiné, des chimios et autres. Oui, c'est prévu, ça fait un petit moment que c'est prévu. D'ailleurs, j'avoue ne pas m'être penché encore sur la chose. Une fonctionnalité qui permette d'avoir ça et que ça apparaisse notamment dans l'agenda. Au niveau de l'info du patient, ça peut être pas mal, ça permet d'avoir des rappels pour nous.
Je vois que Julie, juste derrière, écrit que elle met des rendez-vous des patients dans les notes et que c'est bien pratique. Et en effet, c'est ce que j'avais conseillé. En attendant, ce que je conseille de faire, donc par exemple dans le dossier Nieto Morgan, c'est de créer une note. Donc j'ouvre le menu du dossier, je vais chercher note, et je vais dire par exemple rendez-vous médecin traitant. Et ce rendez-vous, ça sera par exemple samedi, tiens on va faire bosser un médecin samedi à 11h30. Donc je crée ma note. Dans le dossier du patient, j'ai de toute façon ma note ici. Donc le 13 juin à 11h30, rendez-vous médecin traitant. Okay. Et en plus, dans l'agenda, alors est-ce que je l'ai fait noter? Non, forcément. Je vais retourner dans notes, je vais modifier ma petite note. Tac. J'avais oublié cette partie-là. Donc tu cliques sur voir plus de champs et informations. Et tu vas mettre la date de début de rappel. Donc ça, c'est la date à partir de laquelle tu veux que l'information elle apparaisse sur l'agenda. Donc moi, je mets qu'à partir du 11 juin, je veux qu'on me rappelle que le 13 juin à 11h30, le patient a rendez-vous chez son médecin traitant. Tac. Alors on va actualiser. Et donc, quand je suis là sur mon agenda à 11h30, j'ai l'info que pour mon patient Nieto Morgan, à venir au 13 juin à 11h30, rendez-vous médecin traitant. Voilà. En attendant d'avoir un service, en tout cas une fonctionnalité vraiment dédiée au rendez-vous externe, etc., je conseille de faire ça. Ça te permet d'avoir quand même une trace, en plus d'éventuellement une transmission, bien sûr, hein, mais en tout cas d'avoir une trace qui soit visible dans l'agenda et du coup d'avoir un petit pense-bête facile. Alors, Christine, qui rebondit sur la question de tout à l'heure qui était est-ce que la remplaçante peut signer ses factures avec la carte CPS avec un lecteur lambda? La réponse était donc oui, branché à l'ordinateur avec un petit logiciel installé en plus. Et donc là, elle rebondit en disant super, se prêter le lecteur, ce n'est pas ce qui est le plus simple. En effet, donc on peut se prêter le lecteur chez Calendridel, il n'y a pas besoin d'avoir un lecteur par personne. Voilà. Encore une fois, chacun s'organise comme il veut. Si vous voulez un lecteur par personne, 2 lecteurs par personne, il n'y a pas de souci. Si vous en voulez un pour tout le cabinet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça chez nous. Par contre, en effet, se prêter lecteur, c'est pas forcément évident. Donc, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, le mieux, c'est que le remplaçant ait chez lui un petit lecteur à 10 €, monofente, juste un petit lecteur de carte classique. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc de TLA, machin. Branché en USB à l'ordinateur, ça suffit largement. Et la question de Christine par la suite, c'est et par contre, elle ne peut pas signer avec sa CPS avant de sécuriser avec la CV du patient. Et en effet, non. Dans l'idée, pour le moment en tout cas, on verra s'il y a des évolutions techniques de ce côté-là, mais pour le moment en tout cas, le parcours d'une facture, c'est création de la facture, signature de la facture par la partie vitale, par la carte vitale, puis ou en même temps, signature de la partie CPS. Mais la CPS ne peut pas signer avant la signature vitale. Voilà. Donc là, l'idée, en gros, c'est une fois qu'on a fait le tour des patients, qu'on a apposé la signature CPS de tous les patients sur toutes les factures de tout le monde, c'est d'envoyer une petite info au remplaçant en lui disant bah, c'est bon, tu peux sécuriser tes factures sur Calendridel et ça ira très vite. Et du coup, derrière, on peut télétransmettre voilà, une fois que les factures sont bien finies d'être sécurisées / signées. Alors, je retombe sur la même question d'Aurore. Ok, donc ça, c'est un doublon. Ok, ensuite, une question de Stéphanie. Comment remplir l'emploi du temps quand il y a plusieurs tournées et plusieurs utilisateurs? Alors, l'emploi du temps de Calendridel, planning de travail. Ok, alors ici, oui, j'avais mis un petit peu partout. Voilà, on va partir à partir de septembre. Peu importe le nombre d'infirmiers dans le cabinet, etc. Ça fonctionne un petit peu pareil. Quand on est sur le planning, on va pouvoir cliquer sur ajouter une période. Et par exemple, pour moi, une période de travail que je vais dire du 1 au 4, sans tournée spécifique, ou avec une tournée spécifique, par exemple le matin la tournée A, l'après-midi la tournée B, ou le matin la tournée A, l'après-midi la tournée A, ou sans tournée spécifique, etc. C'est un peu nous qui choisissons, pas de contrainte par rapport à ça. Et donc là, sur mon emploi du temps, j'ai ma période de travail du 1 au 4 qui apparaît en tournée 1. Okay. Voilà, à partir de là, si je veux ajouter aussi une période pour Romain,
je veux dire qu'il travaille que du matin sur la tournée B du 5 au 6. Voilà. Donc il est en gris dans un calendrier d'elle, mais enfin dans ce planning-là. Mais voilà, donc là il apparaît, il y a sa période qui apparaît du 5 au 6 du matin sur la tournée 2. Donc ça permet pour chaque personne d'indiquer quand est-ce qu'il travaille, quand est-ce qu'il est disponible ou indisponible. Ça, les disponibilités, indisponibilités, c'est plutôt les remplaçants qui vont indiquer ces informations-là pour eux au sein d'un cabinet, pour que ensuite en tant que titulaire, en tout cas en remplacé, on sache quand est-ce que le remplaçant est disponible ou non. Ce qui est plutôt pratique. Et pour l'anecdote, c'est la base du service de Calendridel. Quand j'ai créé Calendridel, c'était juste ça, un gestionnaire de planning de chacun pour savoir quand est-ce que les remplaçants étaient dispo ou pas. Voilà Stéphanie, j'espère avoir répondu à ta question. Tu n'hésites pas si tu veux que je précise un petit peu plus. Concernant les tournées, donc le choix des tournées A, B, etc., elles ne sont pas activées d'office dans un cabinet. Il faut se rendre dans la configuration du cabinet, donc tout en bas du menu du cabinet, le petit item tournée, et tu vas pouvoir ici les activer ou les désactiver et rajouter autant de tournées que tu veux. Voilà, Stéphanie, tu n'hésites pas à me dire si jamais ça ne répond pas à ta question. Parce que je suis parti du principe que tu me parlais d'emploi du temps en pensant planning, mais peut-être que c'était autre chose. José qui nous demande: peut-on calculer un CA sur une période future pour avoir une idée du chiffre d'affaires prévisionnel? Oui. Alors, oui, si, tu peux. Sur Calendridel, on voit surtout le CA, etc. dans les factures, les suivis des actes et autres. Sauf que, en effet, cette partie-là, elle ne concerne que les actes qui ont été réalisés, puisque par définition, on ne peut facturer que ce qui a été fait. Ce qu'on ne fait pas, on n'a pas le droit de le facturer. Donc, en effet, tout ce qui est dans le futur, tu ne les auras pas dans ces parties-là. Par contre, sur l'agenda, tu peux te rendre sur le petit onglet, enfin le petit affichage d'agenda ce mois, et tu vas voir ici tous les chiffres d'affaires prévus pour les prochains jours. Et le chiffre d'affaires mensuel estimé ici. Si tu cliques, tu as la répartition. Donc il y a une partie pour MN et une partie qui est inconnue. Inconnue pourquoi? Parce que ce sont des dates sur lesquelles soit il n'y a personne d'indiqué dans l'emploi du temps, soit il y a plusieurs personnes d'indiquées dans l'emploi du temps, et tant que les actes ne sont pas cochés par quelqu'un, il est impossible de savoir si ça va aller plus à l'un ou à l'autre. Voilà. Mais du coup, là c'est le mois de juin. Tu peux très bien aller voir pour le mois de juillet, chaque jour du mois de juillet, et puis le CA estimé ici, enfin voilà. Voilà, dans l'idée, ça te permet d'avoir une bonne estimation de ce qui devrait arriver, José. Sachant que, bien sûr, ce n'est qu'un CA estimé. Tant qu'un acte n'est pas fait et facturé, on ne peut pas s'assurer à 100% qu'il sera facturé de cette façon-là. Si jamais il y a un autre acte qui vient après, une majoration, des déplacements en plus, ce genre de choses. Ensuite, une autre question. José qui rebondit sur les traitements. Donc on va retourner dans les traitements donc de Monsieur Nieto Morgan qui nous demande comment gère-t-on les 6 besoins? Par exemple, je vois je vois 2 fois par jour un patient, 7h30 et 17h30. Il lui arrive par exemple de prendre à 11h30 un 6 besoins. Peut-on le tracer et l'horaire? Oui, bien sûr. Alors déjà, au niveau de tes traitements, par exemple mon traitement paracétamol, je vais pouvoir le modifier. Et je vais pouvoir dire dans les champs en plus que c'est un traitement en 6 besoins plutôt qu'un traitement courant. Voilà, on a le choix, traitement courant ou 6 besoins. Okay. Donc ça déjà, ça permet qu'au niveau de ta liste, ça apparaisse toujours avec le petit SB pour 6 besoins. Okay. Quand tu vas distribuer les traitements à un patient, alors ici, je vais aller supprimer le fait que je l'ai fait. Tac. C'est pareil, il va apparaître en SB. Là, j'ai rempli le fait que, de façon systématique, je m'en donne un matin et soir. Donc, j'ai mon petit 2 qui apparaît là. Et du coup, si j'en donne un en plus, je peux mettre 3. Okay. Si, par exemple, je vois aussi le patient le midi, et que le midi, je n'ai pas de distribution de traitement qui est prévue, mais que ce jour-là, il a besoin d'un traitement en plus. Je vais pouvoir cliquer sur l'horaire de l'intervention.
Au niveau de traitement ici, déployer le petit traitement et cliquer sur le bouton distribuer les traitements. Et je vais pouvoir ici indiquer que j'ai distribué un traitement en plus, donc un paracétamol. Tac. Ça, c'est possible aussi de le faire directement via la page traitement du dossier patient. Donc là, je suis dans la page traitement, action, enregistrer une distribution. Et donc dire que le 11 juin, donc là il est 14h16, mais le 11 juin à midi, je vais donner un paracétamol. Donc c'est réduit de mon stock ou de mon préparé suivant de l'endroit où j'ai dit que ça venait. Quand on enregistrer une distribution, on peut dire si ça vient du stock préparé ou du stock. Et dans les mouvements, on le voit aussi, là, voilà. Tac, midi, notre petit si besoin qui a été donné en plus. Voilà, le petit paracétamol. Donc aujourd'hui, il a eu beaucoup de paracétamol. Voilà, José, j'espère que ça a répondu à ta question. Christine qui nous demande, et pour le moment, c'est la dernière question que je vois dans les commentaires. Donc si vous en avez d'autres, vous n'hésitez surtout pas à les poser pour que je puisse y répondre par la suite. Christine qui nous demande donc une autre question pour les patients en HAD. Le pansement d'ulcère plus la pose de compression me note la MCI, alors qu'en HAD, pas de possibilité de coter la MCI. Comment faire pour établir la facture au service HAD? Alors, il y a certaines HAD, je crois, ou en tout cas des SIAD au moins, qui acceptent la MCI. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été retiré d'office. Je suis en train d'y songer quand même de plus en plus sérieusement, parce que c'est une question qui est assez récurrente, de pouvoir noter le fait qu'on ne veuille pas de la MCI. Ce que je conseille dans ces cas-là, on va faire un traitement pour mon patient Newton Morgan. Et donc, pansement en HAD, hop, on s'en fiche, c'est juste pour le repérer. Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est que plutôt que de sélectionner la cotation de pansement d'ulcère avec compression, donc la MI 5.1, c'est de sélectionner perso, donc la cotation personnalisée. Et tu vas pouvoir ici noter ton AMI 5.1. Donc en plus, ça dépend des HAD. Ça se trouve, l'HAD, elle te paye que AMI 5, AMI 17, AMI 2, etc. Ça dépend plus ou moins de la générosité et la générosité conventionnelle de l'HAD. Okay, donc là, on va mettre l'AMI 5.1 et on va pouvoir enregistrer une programmation. Tac. Donc le pansement en HAD est prévu le jour 11 juin à 9h10 à domicile en AMI 5.1. Et d'ailleurs, sur l'agenda, 9h10, pansement en HAD, etc. Ok, il apparaît bien, et puis avec bien le bon montant, et sans la MCI. Parce qu'en fait, la MCI, elle va s'appliquer d'office à partir du moment où tu vas réaliser à domicile un pansement lourd et complexe, mais un de ceux qui sont listés dans la NGAP. Donc même si dans ta cotation personnalisée, tu mets une cotation qui correspond a priori à un pansement lourd et complexe, comme par exemple c'est le cas ici avec l'AMI 5.1, ben ça ne va pas l'appliquer puisque ça ne le repère pas précisément comme étant un pansement lourd et complexe. Voilà. L'astuce, c'est de passer par la cotation personnalisée. Et dans le même genre, tac, on va aller modifier la cotation. Souvent, mais pas tout le temps hélas, les HAD acceptent le cumul à taux plein entre toutes les cotations d'une même intervention. Dans ces cas-là, au niveau de l'encadré cotation, tu peux cliquer sur choisir une règle de calcul particulière et cliquer sur taux plein forcé. Ce qui fait que quand tu vas mettre d'autres actes avec, donc là il n'y a que le 5.1 donc ça n'a rien changé, mais s'il y avait d'autres actes, ça mettrait les actes entre eux à taux plein. Voilà, ce qui est quand même plutôt pratique. En HAD, j'ai plutôt tendance à conseiller la cotation personnalisée. Parce qu'en plus, des fois, ils ont des cotations un petit peu alambiquées qui sont bien à eux. Et en plus, ça permet de ne pas voir s'appliquer toutes ces règles de la NGAP de base qui ne s'appliquent pas forcément en HAD. Christine qui nous dit « Cette HAD-là n'est pas généreuse, pas de MCI, ni de soins en entier pour le deuxième. » Oui, en effet, ce n'est pas très généreux. Camille qui nous demande « Quel est l'intérêt de ne pas sécuriser en CPS le jour J, mais de le faire plus tard? J'avoue, je fais machinalement signer avec la CPS quand je facture. Dans ce cas de figure, ça signe mes factures, mais les autres membres du cabinet doivent le faire aussi de leur côté, c'est bien cela. » Oui, alors...
Camille, elle fait référence à ça. Donc, par exemple, là, pour la patiente démo Nathalie, j'ai déjà une facture de prête qui est prête à être signée ou sécurisée. Ça dépend comment on veut le dire. Mais voilà, il y a une attente de la signature de la carte vitale. Donc, quand je clique sur signer, j'ai un petit écran de signature qui s'affiche et avec la possibilité d'apposer directement la signature CPS en même temps que la signature CV. En gros, ça fait qu'au moment où tu vas lire la carte vitale, ça va directement se charger de mettre les deux signatures. Celle de la carte vitale et celle de la CPS, en tout cas la CPS qui est présente dans le lecteur, si c'est possible. Si la CPS dans le lecteur, elle est pour une infirmière ou un infirmier qui n'a aucune facture de prête, ça ne va pas mettre sa signature CPS. Ça mettra la signature CV sur toutes les factures, il n'y a pas de souci, mais ça ne mettra pas de signature CPS, bien sûr, c'est sur les factures qui ne la concernent pas. L'intérêt de ne pas le faire en même temps, c'est que du coup la signature, la sécurisation / signature est un peu plus rapide quand il n'y a que la signature CV qui se fait, donc la signature vitale. Voilà. Donc chez le patient, si tu es un petit peu pressé, il vaut mieux ne pas mettre la signature CPS en même temps. À savoir que chez Calendridel, la signature CPS pour les infirmiers installés, donc titulaires, collaborateurs, etc., se fait après de façon transparente pendant la télétransmission. Donc, tu as fait la facture de monsieur machin, tu as signé sa facture avec sa CV, et bien derrière, Calendridel te propose directement de la télétransmettre. Et en fait, quand tu vas lancer la télétransmission, en arrière-plan, comme tu rentres également ton code CPS, etc., il y a aussi la signature CPS qui est faite en même temps. Voilà. La seule subtilité, c'est que les remplaçants, ça, ils ne peuvent pas le faire. Il faut que les factures des remplaçants soient signées avant la télétransmission, de façon vraiment... excusez-moi. De façon vraiment spécifique. Voilà. Et en effet, comme tu dis, dans ce cas de figure, même si tu coches cette petite option-là, seules tes factures à toi vont être signées de façon CPS et les factures de tes collègues, bien sûr, ne le seront pas. Mais ils ne vont pas forcément le voir parce que si c'est désinstallé, la signature CPS, ça se fera en même temps que la télétransmission. Voilà, Camille. On a essayé d'être très permissif là-dessus, d'éviter de devoir changer les CPS chez le patient, machin, tout ça, voilà, de perdre un temps fou là-dedans. Et de se dire, chez le patient, quand on sécurise une facture, quand on signe une facture, ce qui est important, c'est de signer la partie carte vitale, puisque c'est la carte vitale qu'on a en main à ce moment-là. Et la partie CPS, ça peut se faire qu'après. Donc autant ne pas s'embêter à le faire sur le moment, déjà parce que ça perd. Alors, des fois, c'est 1 ou 2 secondes, la signature, mais des fois, s'il y a la signature CPS, mais des fois, s'il y a beaucoup de factures, si c'est des factures qui sont grosses, etc., ça peut prendre plusieurs secondes, et donc des fois, on est à quelques secondes près dans la tournée, donc autant en profiter et gagner ces secondes-là. Voilà Camille, j'espère que j'ai été assez clair sur cette réponse. Je vois que tu as réécrit après. Il faut donc que les remplats signent leur facture en CPS avant qu'on puisse télétransmettre, c'est ça? Genre, il y a une facture gérée par mon remplat. Donc, en gros, ma remplat signe en CPS et ensuite, je peux télétransmettre. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. Le parcours d'une facture, c'est création de la facture, signature vitale de la facture chez le patient, et ensuite, ou en même temps, signature CPS de la facture, puis télétransmission. Sauf que chez les infirmiers installés, donc titulaires, etc., il n'y a pas forcément besoin de passer par cette étape de signature CPS spécifique. Ça peut se faire de façon transparente pendant la télétransmission. Par contre, pour les remplaçants, il faut qu'ils viennent, en effet, signer, faire la signature CPS de leur facture, et ensuite, tu pourras la télétransmettre, puisqu'à ce moment-là, la facture sera prête. Voilà Camille, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Si derrière tu as encore des questions, alors bien sûr tu peux les poser ici, mais même après le live, si tu en as, tu n'hésites pas à nous écrire sur le chat, on t'expliquera tout ça sans problème. Cindy qui nous demande, bonjour, est-il possible de voir le déroulement d'une facture d'un acte isolé par exemple? Je passe à la facturation Calendridel en février seulement, mais j'aimerais commencer à me familiariser. Tu as en effet un peu de temps si tu parles bien de février 2027. Mais on peut faire ça, en effet. Alors, je vais mettre ma carte vitale dans mon lecteur pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai mis ma carte vitale dans mon lecteur. Je vais faire une lecture de carte vitale. Hop. Donc, j'entre mon numéro CPS.
Donc là, pour faire la lecture carte vitale, je suis tout simplement allé cliquer sur lire carte vitale. Quand on est sur l'application, en bas, il y a un petit encart lecteur sur lequel on peut cliquer et qui ensuite propose le bouton notamment lire carte vitale. Donc je réalise ma lecture de carte vitale. Donc là, les infos de la carte vitale sont directement envoyées sur Calendly. On récupère les informations des différents patients qui sont sur la carte vitale, donc en l'occurrence moi et mes filles. Et je vais pouvoir dire, tiens, je vais faire une facturation unique pour une de mes filles. Donc ça, c'est typiquement le patient qui vient au cabinet en permanence de soins pour se faire un vaccin, une prise de sang ou autre, et qu'on ne reverra pas. Voilà, c'est vraiment un acte unique, entre guillemets, l'intervention unique, quoi. Ou, autre cas typique, le patient qui nous appelle pendant la tournée, est-ce que vous pouvez venir me faire une prise de sang, j'avais oublié de vous appeler, et on y va sans l'avoir programmé en avance sur Calendly. Voilà, c'est un peu le cas typique de la facturation d'intervention unique comme ça. Donc j'ai cliqué sur facturation, facturer une intervention unique, je retrouve les informations de mon patient, le support de droit que je veux utiliser, donc ADRI, Vital, etc., comme je veux. Diverses informations que je peux renseigner ou pas, notamment les ICA, etc. Et donc ici, je vais pouvoir créer mon soin. Par exemple, c'est une prise de sang. Hop. Ça va me sélectionner directement la cotation prise de sang. Je peux la changer si je veux, bien sûr. L'exonération, je mets ce que je veux. Je peux mettre EXO 3, EXO 4, etc. Là, on va rester sur l'EXO 0, en tiers payant. Ici, je peux saisir directement les informations du prescripteur ou, plutôt même et ou, ajouter un score directement. Donc là, par exemple, je vais renseigner en prescripteur. Est-ce que j'ai un prescripteur test? Oui. Hop. Et on va mettre en date de prescription aujourd'hui. Le score, donc l'ordonnance, je ne suis pas obligé de la mettre maintenant. Je pourrais la mettre qu'au moment de la télétransmission, voire même après, puisqu'on a légalement, après une télétransmission, 30 jours pour joindre les scores. Il vaut mieux la mettre avant pour ne pas l'oublier, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc je le fais à domicile en l'occurrence. Voilà, aujourd'hui à 14h30, j'enregistre. Donc là, ça a créé mon soin. Ça a coché mon soin comme étant réalisé, puisqu'on est sur une facturation en intervention unique. Donc ça fait tout directement. Et je passe directement à la session de facturation. Là, on va mettre... Donc là, ça m'affiche les erreurs de la session de facturation. En gros, est-ce qu'il manque des informations? Est-ce qu'il manque des infos de prescription, de prescripteur, etc. Là, par exemple, il manquait une information de facturation, de numéro de facturation pour le prescripteur, donc je l'ai rempli directement. Voilà, j'ai pas besoin de quitter ma page, ça le met à jour. Et maintenant, ça m'indique juste que pour ma prise de sang, il n'y a pas d'ordonnance pour le moment liée en score, mais ça ne m'empêche pas de télétransmettre, puisque la petite icône, elle est verte. Voilà, indique une erreur non bloquante pour la création de factures destinées aux caisses. Et il n'y a pas de couverture AMC retrouvée. C'est juste que ça va me désactiver le tiers payant AMC que j'avais choisi. Je facture. Enfin, je clique sur facturer tel quel. J'atterris sur la session de facturation avec encore une fois les infos de mon facturé. La facture que ça va créer avec les informations de prescription, donc comme on avait dit, du 11 juin par le docteur Test, en assurance maladie EXO 0. En tiers payant AMO, ça m'a retiré l'AMC puisqu'il n'y a pas de couverture AMC connue. Mais si je le remettais, hop, ça me bloque le mode de sécurisation en papier. Parce que comme j'ai pas d'infos sécu, je vais pas pouvoir télétransmettre, d'infos de mutuelle, pardon, je vais pas pouvoir télétransmettre en tiers payant mutuel, donc je la retire. Ça me facture bien un acte d'aujourd'hui pour un montant de 9,53 €. Puisqu'il y a, des ICA, etc. Comme je suis chez le patient, je peux, si c'est pas coché d'office, le faire et dire je veux signer directement la facture créée. Je facture. Donc là, ça m'a créé ma facture. J'ai toujours la carte vitale du patient dans le lecteur. Ah, forcément. Ah oui, je n'ai pas sélectionné le bon support de droit parce que j'ai sélectionné les droits de la maman. Bref. Dans un monde où le test, où je fais pas de bêtises dans le test, en gros, derrière, ça sécurise directement la facture et ensuite, de chez moi, je pourrais la télétransmettre. Voilà Cindy, j'espère que c'est assez clair pour toi. Alors, où est-ce qu'on l'a, notre petite... Hop. Ah bah oui, bah si je vais passer loin sur la liste, hop, voilà. Elle est là, du coup ça l'a rajouté dans l'agenda. Nieto et Léonore.
Et donc j'ai bien le fait de pouvoir la signer ici. Pouvoir signer la facture, puisque là c'est pas allé jusqu'au bout, puisque au niveau de ces droits, j'ai utilisé les droits de sécu de la maman. Voilà, n'hésite pas à me dire si ce n'est pas assez clair. Mais ça, c'est un peu le parcours classique d'une intervention unique. Encore une fois, le cas typique, le patient qui vient en permanence de soins ou le patient qui n'était pas forcément programmé en avance. Si on a un patient qui est programmé, par exemple, voilà, imaginons Madame Desmond-Nathalie, bon là c'est un pansement, mais si c'était juste une prise de sang par exemple, on cocherait, donc dire j'ai bien fait mon acte, et je peux cliquer sur les initiales de l'acte, ou sur le nom du soin, puis détail de l'acte, et cliquer sur facturer. Et là, ça va m'ouvrir l'information, la session de facturation pour cet acte. Ok. Donc là, en l'occurrence, il manque des infos de prescription, puisque j'avais rien mis de particulier et que c'est de l'achat des SIAD. Et du coup, ça va pouvoir me créer une facture en prise en charge achat des SIAD en papier. Voilà Cindy. Une autre question. Stéphanie, nous sommes en période d'essai sur Calendridel où on a migré nos patients de notre ancien logiciel. On a préparé nos programmations de soins depuis quelques jours pour s'entraîner, mais on voudrait commencer à facturer les soins à partir du 17 juin inclus. Oui. Faut-il supprimer toute nos programmations et les refaire à compter du 17 ou existe-t-il plus simple? Alors ça dépend de ce que vous avez fait exactement Stéphanie. En gros, si vous vous êtes juste, entre guillemets, amusé, si vous avez joué un peu et mis des programmations un petit peu dans tous les sens qui répondent pas forcément à la réalité, je conseillerais de supprimer les soins pour repartir sur une base saine. Maintenant, si ce n'est pas le cas, et si vous avez d'ores et déjà programmé vos soins correctement pour pouvoir vous entraîner à suivre la tournée, à cocher les actes, etc. au fur et à mesure, ça reste des dossiers de soins à la base. Donc, si ce sont des soins légitimes, qui ont bien été faits, des actes faits, etc., qui sont cochés tels quels, ou même cochés comme non réalisés quand ils n'ont pas été faits, autant les garder. Parce que les dossiers de soins, c'est la représentation, encore une fois, officielle, légale, etc., de notre activité, et c'est ce qui est contrôlé éventuellement par les instances ordinales, judiciaires et autres. Donc, autant les garder. Ce que l'on peut faire dans ce cas-là, parce que là, ta question, c'est on facture à partir du 17 juin sur Calendridel. Comment on fait pour la facturation comment on fait pour les actes d'avant le 17 juin qui sont et sur Calendridel et sur mon ancien logiciel de facturation. En gros, c'est ça. Ce que tu peux faire, c'est te rendre dans la partie facturation des actes, où tu vas pouvoir afficher tous tes actes à facturer jusqu'à une certaine date, imaginons jusqu'à hier. Donc là, ça va te répertorier tous les actes qui te restent à facturer. Okay, jusqu'au 10 juin. Alors là, il n'y a pas plus loin puisqu'il n'y avait pas d'autres actes entre le 23 mai et le 10 juin. Mais voilà, ça va tous te les répertorier. Et ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est les cocher. Donc là, j'ai cliqué ici pour cocher toute ma liste. Je pourrais en cocher que quelques-uns, en décocher, etc. sans souci. Et dans la liste d'actions en bas, aller sélectionner « Considérer comme facturé ». Et en fait, faire ça, ça fait que tous ces actes-là vont être donc, comme le nom l'indique, considérés comme facturés, et donc Calendridel ne te les reproposera plus jamais à facturer sur Calendridel. En tout cas, plus jamais, jusqu'à ce qu'éventuellement tu les sortes de cet état de considéré comme facturé. Parce que c'est tout bonnement l'info pour dire ça a été facturé sur un autre logiciel ou en papier, etc. Et il n'y a pas besoin de le faire sur Calendridel. Voilà, comme ça tu as quand même, donc on va le faire là, tac. Donc là voilà, considéré comme facturé, considéré comme facturé, considéré comme facturé, etc. Si j'actualise ma liste, eh ben, j'ai plus aucun item trouvé avec ces critères de recherche, puisque jusqu'au 10 juin, eh ben, j'ai plus rien à facturer. Et ça te laisse quand même tes actes. Donc tu as quand même la représentation de ce que tu as fait. Si je vais par exemple sur ma liste d'actes complète du mois de mai, par exemple, je retrouve bien, tac, là, le 2 mai à 8h40, Madame Desmond-Nathalie qui a été fait. Qu'est-ce qu'on va retrouver Nieto Eleanor le 7 mai à 14h20, etc. Donc tu as quand même ton diagramme de soins de chaque patient qui est rempli, mais à côté de ça, au niveau facturation, tu ne seras pas embêté avec de la facturation en doublon. Voilà Stéphanie. Et si jamais, de toute façon, donc ça je te montre l'action là, mais le jour J, le 17 juin, il ne faut surtout pas hésiter à nous écrire pour que l'on voit ensemble s'il y a beaucoup d'actes à passer en considéré comme facturé ou pas, etc. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire aussi, sur lesquelles on peut vous accompagner. Et de toute façon,
sur n'importe quoi concernant le calendrier d'Adèle, on peut vous accompagner, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, je suis en train de revoir si je suis passé à côté d'une question, mais je ne crois pas. Ça m'a l'air pas mal. Et en même temps, ça fait déjà un petit peu plus d'une heure que je bassine tout le monde. Alors, je regarde. Non, on a tout fait, donc sauf si une autre question arrive. Il va me rester à vous remercier déjà d'être venu aujourd'hui, d'avoir posé toutes ces questions. De rappeler qu'on essaye de faire ça une fois par mois à peu près, en milieu de mois ou presque. Et donc il ne faut pas hésiter à revenir, à poser vos questions. Et dans tous les cas, si vous avez la moindre question, le moindre blocage et autres sur Calendridel, notre chat est ouvert 7 jours sur 7. Donc voilà, encore une fois, vous ouvrez sur l'application le petit chat en bas à gauche ou sur ordinateur, c'est à gauche. Là, c'est désactivé chez moi, mais normalement, c'est ici. Vous avez la petite conversation support sur laquelle vous pouvez nous écrire 7 jours sur 7, qui est 2 jours de nuit, de vacances, de fériés. Vous n'hésitez pas à nous écrire. C'est l'avantage du chat, c'est que vous écrivez quand vous avez besoin et nous, on vous répond dès qu'on peut. Des fois dans la minute, des fois ça attend un petit peu, notamment si c'est éventuellement en pleine nuit, et encore, ça dépend des nuits. Mais en tout cas, on répond toujours. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous écrire, nous sommes là pour ça. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis au mois prochain. Merci beaucoup et à bientôt.